bienvenue à Parler dans le casse. Le 6e épisode vous est présenté par Passe-Montagne, la plus vieille école d'escalade au Québec. Avec la saison de glace qui bat son plein, c'est le temps de vous rendre au www.école-escalade.com pour vous booker une initiation à ce merveilleux sport. Soit ça ou t'appelles Serge. Il se cherche toujours du monde pour aller découvrir des nouvelles chutes de glace perdues dans le bois, puis moi, j'ai déjà donné. Passe-Montagne, que vous soyez à Montréal, dans les Laurentides ou à Québec, ils sont là pour vous. Donc aujourd'hui, on jase avec Julien Deschenaux. Julien, c'est un physiothérapeute qui traite exclusivement les grimpeurs et qui a sa pratique au Block Shop à Montréal. On parle donc aujourd'hui de nos bobos de grimpeurs. Hein? Pourquoi on s'en fait, comment on les guérit, mais surtout comment on les évite. Écoute, c'est un épisode qui s'est organisé vraiment à la dernière minute, donc je veux vraiment dire un gros merci à Julien là, qui s'est pointé chez nous vraiment short notice. C'est d'ailleurs pourquoi mon acolyte se joint à la discussion de chez lui et puis qui nous lâche là, un peu avant la fin de l'épisode. Pour ceux qui connaissent Julien, j'ai pas besoin de vous dire que c'était une conversation fascinante là, avec quelqu'un qui est vraiment passionné par son travail. Si vous avez déjà été blessé ou vous pensez vous blesser dans un avenir plus ou moins rapproché, cet épisode-là est une écoute nécessaire. Hein? Donc, sans plus attendre, Julien Deschenaux, physio extraordinaire. Serge, salut! Oui. Hey, salut gang! Salut Serge! On est avec Julien Deschenaux. Deschenaux aujourd'hui. Puis... Peux-tu me dire, là, Deschenaux, ça vient-tu genre de... C'est où ça? Un chenail Deschenaux. Ouais, des petits poissons Deschenaux. Ça vient de Pierreville. C'est les creviers dits Deschenaux qui sont devenus les Deschenaux. C'était AUX avant. Puis il y a mon grand-père, le prêtre, qui l'a baptisé, avait peut-être consommé des choses et a rajouté un E à la fin. Ah ouais? Okay, je pensais que c'était des chambres ou quelque chose de même, mais c'est ça l'a stické. OK. Bon. Prêt, Serge? Je suis né. Prêt. Première question qui tue. Non, c'est pas vrai. Déjà? C'est assez léger pour commencer. Julien, t'es physiothérapeute qui se spécialise là, dans le traitement des blessures d'escalade. Exactement. Ça va comme ça? T'es vraiment spécialisé que là-dedans, là. En fait, on n'a pas le droit de se spécialiser. Je peux pas dire que je suis un spécialiste ou spécialisé, non, mais j'ai décidé de traiter que les grimpeurs, puis en faisant pas de publicité, que du bouche-à-oreille par les grimpeurs. Quand je regarde la semaine passée, je pense que je suis rendu à 1137 grimpeurs et 4 non-grimpeurs dans les 6 dernières années. What? 99,976 quelque chose de même % de grimpeurs. Aïe. Écoute, une des questions que j'avais pour Steve, dans le fond, c'était est-ce que c'est vraiment un bon marché, le marché des grimpeurs? Ouais. J'étais allé m'entraîner dans un gym de CrossFit, je me dis, OK, tout le monde se défonce ici, puis se blesse à toutes les 5 minutes. Je comprends qu'il y ait 8 physios attachés au gym, tout ça. Là, je me dis, tu sais, dans un gym de grimpeurs, mais en même temps, tu sais, les grimpeurs, on est tout le temps pétés. Ouais. Mais on va aller là, mais j'aimerais ça que tu nous parles, parce que ça, c'est vraiment une très bonne question, savoir comment ça roule la business, là. Mais je voudrais que tu nous parles un peu du parcours, dans le sens que, tu sais, comment t'en es arrivé à développer cette expertise-là? Je dirais par personne, j'étais super chanceux, en fait. À date, moi, je pense donc d'être là où je suis maintenant, 6 ans après avoir... moi, j'ai gradué en 2016. Je m'étais dit, peut-être à l'intérieur de 5 ans, je pourrais avoir une clientèle où c'est juste de l'escalade. Fait que mon premier jour de travail, c'était un Kinatex à Saint-Bruno. Okay. Ça, c'était le 27 septembre, puis ma première journée de travail comme travailleur autonome, c'était le 11 octobre. Ça faisait 2 semaines que j'étais physio. J'ai vu mon premier patient grimpeur. Aïe. Puis j'avais pris le soin de travailler dans une clinique qui était à 22 km d'Horizon Rock, là où j'ai commencé à travailler, parce que, tu sais, on veut pas faire de concurrence à la clinique pour laquelle on travaille. Je leur avais déjà dit que moi, mon but, c'était un jour de faire comme travailleur autonome juste l'escalade. Parce que le Kinatex, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Kinatex se spécialisait déjà en escalade, c'est ça? Parce que moi, je connais pas ça, Kinatex. C'est une clinique de physiothérapie sportive. C'est une clinique de physiothérapie sportive, mais quand tu travailles comme travailleur autonome et dans une clinique, il faut pas que tu fasses de concurrence. Pour prendre des clients. Fait que c'était un peu ça la stratégie. Moi, je veux dire, ça fait depuis 2008 que je fais de l'escalade, donc quand j'ai gradué en 2016, je savais déjà que je voulais faire ça.
Horizon Rock a été super nice de m'accueillir. Je me rappelle avoir, je peux le dire, absolument, avoir traité Steve, la salle de conférence n'était pas disponible, fait que j'ai pris mon matelas, ma table de traitement, on l'a mis sur le côté du dévers dans le fond, à côté du moonboard à Horizon Rock, puis j'ai traité Steve à côté sur le mur d'escalade, là. Fait que c'était vraiment... C'était l'époque de mes coudes. C'était dans le vif du sujet. Fait que j'ai fait ça, puis ça a été... tu sais, la première année, je voyais 2 patients par semaine, puis tu sais, je travaillais tout mon 35 heures semaine de l'autre côté, puis c'est juste du bouche à oreille, puis j'ai été vraiment chanceux parce que je me suis retrouvé dans des conventions où j'ai pu rencontrer les gens qui avaient écrit les articles qui étaient au début, là, je te dirais, 2011, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, t'avais peut-être 50-60 articles sur les escalades. C'était les mêmes 3 dudes qui avaient tout écrit. Puis ce qui était fantastique, c'est des grimpeurs eux-mêmes. Fait que tu leur envoies un courriel, ils vont te répondre. Puis ma première correspondance, ça a été avec Volker Schöffel, un super chirurgien allemand, vraiment, vraiment généreux de son temps. Après ça, j'ai rencontré tout ce monde-là en 2010. Chirurgien qui spécifie des doigts ou. Oui, c'est un chirurgien de la main. C'est sûr qu'il fait beaucoup de doigts. Il fait des grimpeurs, en fait. C'est lui qui a dirigé la plupart des études. Puis finalement, l'escalade étant à ce moment-là, en 2016, encore un petit monde. Puis je te dirais, moi, j'ai commencé à mettre. En 2014, je couvrais des compétitions. J'avais couvert une compétition grâce à Guillaume Gelderblum, qui m'avait invité à assister à la compétition de speed à Alley-Up. C'était dans le temps qu'on tirait encore la corde. Fait que moi, pour réussir à rentrer dans le milieu de la compétition, c'est moi qui tirais la corde. Fait que moi, pendant que le gars assurait, je partais avec la corde en direction contraire du runner. C'est bien weird ça, je savais même pas ça. Ah non, t'as jamais vu ça? Écoute, non, moi, dans ma tête, je m'étais jamais posé la question. J'ai juste vu comme dernièrement avec les Olympiques, là, les Blue Rope ou les affaires de même, les autos assureurs. Perfect Ascend, Perfect Descent. Fait que ça a été, j'ai juste rencontré les bonnes personnes au bon moment, non-stop. Parce que Guillaume, qui est chiropraticien, était déjà comme un peu établi. Ouais, lui et son ancienne copine Sophie, ils couvraient les compétitions pour la FQME. Moi, j'avais fait mon certificat de premier répondant, je voulais m'en aller là aussi. Puis ça fait depuis que j'ai sorti, donc depuis 2016 que j'assiste des fois. Il y avait des disponibilités, je venais en backup. Je me rappelle des Youth Boulder National en 2017 aussi. Puis fil en aiguille, je couvre aussi depuis ce temps-là la FQME comme premier répondant à la fin de semaine. Ouais. Fait qu'après mon 5 jours de travail à Josh, je vais passer ma fin de semaine avec le monde de la Coupe Québec. Puis c'était bien le fun. Fait que j'ai donné bien du temps. Puis de bouche à oreille, la communauté de grimpeurs étant ce qu'elle est, ça m'a permis de rejoindre mon monde. Puis c'est ça, 1 an et demi après avoir commencé dans une unité privée, j'ai donné ma démission. Puis on s'est laissé en bonne entente parce que je leur avais dit à l'entrevue que mon but c'était de faire ça. Ouais. Mais ton plan, c'était un plan de 5 ans qui a pris comme 18 mois. Qui a pris 1 an et demi. Fait que je suis vraiment super chanceux. Ça l'a bien tombé. J'ai travaillé fort, mais ça l'a aussi très bien tombé pour moi. Fait que la question de Serge, c'était est-ce que la business va bien? C'était ça essentiellement? Ben moi, Serge, écoute, je connais déjà un peu la réponse. Là. Je l'ai vu arriver dans l'entrée avec sa Porsche. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est pas que la business va bien. Je me demandais c'était quoi le ratio. En fait, les physios, là, le monde sont tous décrissés, puis on n'a pas assez d'accès de physio, je pense, donc au Québec. Là. Puis il me disait, est-ce que c'est tant que ça des grimpeurs de ta clientèle? Mais là, tu me dis que c'est 99,9999999%, là, tu sais. Donc, c'est incroyable. Un gros shout aux 4 patients qui étaient pas des grimpeurs. C'était 4 cas de main super intéressants, du monde quand même vraiment motivé. Fait que j'étais super chanceux. Là. C'est des collègues de travail ou d'autres physios qui m'avaient référé ces cas-là parce que j'ai la chance, à travers l'escalade, d'être plus exposé aux blessures aux mains. À l'université, ils nous disaient 2 à 3% de la clientèle qu'on va voir dans notre carrière de physio, ça va être des gens de main. Moi, j'étais à 60-65% de cas de main, poignet, coude, avant-bras. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en étant plus exposé, à cause que l'escalade est prompt à des blessures dans cette région-là, j'ai aussi développé une expertise vraiment dans la partie extrémité du membre supérieur. Là. Fait que mes collègues, quand ils ont des head scratchers, comme je dis, là, vraiment des cas que tu fais comme tabarnouche, j'ai la chance de me faire référer. Ouais. Pour ça, c'est très cool. Super intéressant. Puis là, t'es installé toujours à Block Shop? Ouais, je suis au Block Shop Chabanel. J'ai pris j'ai eu une pause forcée d'1 mois du Block Shop parce qu'il y a eu une inondation à Chabanel. Puis encore là, je parle de chance incroyable. Donc, j'ai reçu le dimanche une photo de... J'étais à la Coupe Québec à Québec. J'ai reçu à 7h30 une photo de l'état de mon local où il y a genre comme de l'eau dedans partout, puis tout flotte. Puis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Aïe, aïe. Puis je me suis... Ça, c'est le dimanche. Fait que le lundi, j'ai vu tous mes patients en télétravail. Le mardi, en télétravail. Puis il y a Evelyne Lajoie, une autre physio incroyable qui s'occupe des grimpeurs, qui m'a appelé, qui a dit « Hey Julien, mon père a pris sa retraite, j'ai une place dans
tu veux-tu une place dans mon local? Puis j'ai dit un gros oui. Dès le lendemain, j'étais là. Puis elle a le nécessaire, donc elle a des hangboards, elle a tout ce qu'il faut pour faire l'évaluation. Ça m'a permis de ne pas arrêter de travailler et de continuer. Mais d'habitude, je suis au Block Shop Chabanel pour répondre à ta question. Très cool. Depuis 2019. OK. C'était à Horizon Rock de 2016 à 2019. Là, tu me parles, c'est comme une question que j'avais pas, à laquelle j'avais pas pensé, mais tu me parles beaucoup des Coupes Québec. Comment ça se passe finalement? En fait, quel type d'intervention tu fais quand tu es là-bas pendant une fin de semaine? C'est quoi ton rôle en fait quand tu es là-bas? On a un nouveau rôle cette année, c'est-à-dire qu'on a un rôle plus concis cette année. C'est avant, on était là comme, tu sais, t'as des premiers répondants. Tous les thérapeutes peuvent être premiers répondants. Je veux dire, je suis allé convaincre Guillaume de passer sa licence de premier répondant sportif en 2018. On a passé la fin de semaine ensemble, justement, parce qu'on couvrait les compétitions ensemble. Guillaume a pris une pause cette année de la couverture des compétitions. En même temps, il l'a fait pendant si longtemps. Puis, normalement, un premier répondant, on est sur le bord, on est là pour les coupures, les commotions, les fractures. Bref, quand il y a quelque chose qui arrive qui nécessite ou ne nécessite pas d'interrompre la compétition, parce qu'il y a un cas grave où finalement la santé urgente des gens est en question, il faut intervenir directement. Donc on décide est-ce qu'on suspend, comme la Coupe Québec, on a eu une commotion cérébrale, des cas cervicaux, quelqu'un qui s'est comme un peu subluxé une hanche, donc il a de la misère à marcher, tu sais, des épaules un peu. Puis, je me pose la question, avez-vous beaucoup de commotions cérébrales dans le contexte des Coupes du Québec? Ça, c'est en C'était ligne, exceptionnel. C'est toujours un mix bag. Cette fois-là, il y en a eu. Ça l'a donné. C'est ça, on peut jamais dire que c'est tel type de blessure qui va arriver. Je veux dire, le road setting, on est chanceux, il est quand même safe. Tu sais, on voit ce qui se passe. Exemple, ben là, il y a eu des gars à Toronto aux nationaux cette semaine, mais on regarde ce qui s'est passé, exemple, aux États-Unis, où il y a plusieurs filles qui avaient été blessées à l'épaule dans un problème qui était vraiment, vraiment difficile, qui était, comme on pourrait dire, non ergonomique ou inadéquat. Au Québec, on est chanceux. Donc, les blocs sont sécuritaires, puis ça devient les participants. Donc, des fois, les participants, dans le feu de l'action, ils se donnent vraiment à 100%, puis ils oublient parfois de prévoir leur chute, ou même si ça devrait faire partie de la préparation. Puis, tu sais, on peut jamais savoir ce qui arrive, mais d'habitude, notre rôle, c'est d'être premier répondant. Il arrive sur place, on immobilise tout, on s'assure que les gens arrêtent de grimper au-dessus. T'as quelqu'un, peut-être une commotion ou un cas cervical, il est au sol, puis il y a des gens qui tombent sur les matelas à côté. Ça peut faire des vibrations, ça peut déplacer des choses. On les sort, on assesse. Des fois, il faut faire le cas difficile de savoir est-ce qu'on les envoie en ambulance. En ambulance, c'est très rare, là, mais bon, est-ce qu'on les envoie à l'hôpital? Il y a certaines, comme la C-Spine Rule, est-ce qu'on a suffisamment de doutes pour les envoyer à l'hôpital? Ou au contraire, prévenir qu'ils aillent à l'ambulance ou à l'hôpital pour rien. Pour des choses qui, à première vue, ont l'air très graves, mais qui sont très bénignes. Le fait d'en avoir vu beaucoup et d'être là-dedans, ça nous permet d'éviter des passages inutiles à l'hôpital où les gens vont passer 12 heures. Surtout dans les fois... Le genre de triage. Ouais, faire du triage. Des services paramédicaux et médicaux. Quand on a commencé, c'était un peu un problème, c'est qu'on est aussi thérapeute, on est aussi physio, puis on est aussi super motivé. Fait que le route-setter venait nous voir avec son problème d'épaule, le papa du grimpeur venait nous voir avec sa gonagie, puis là, on passait de 8h le matin, des fois, à juste faire des évaluations courtes sur le bord. Et je me rappelle, il y a eu, c'était en 2019, Québec à Délire, il y a eu 120 participants. Puis ça tombait comme des mouches. Là. On avait des entorches de genoux, des chevilles, des côtes de colonne. On en avait tout en même temps. Puis on était deux thérapeutes. Puis tu sais, ça nous sortait par les oreilles. Puis on s'est rendu compte qu'en étant toujours en train de faire ces micro-interventions-là, on avait moins le regard directement sur la voix. Des fois, il arrivait des traumas pendant qu'on s'occupait d'un autre trauma. Là, le triage devient plus difficile à faire. Alors, cette année, exceptionnellement, on n'est vraiment que premier répondant. Ouais, vous avez arrêté de... Votre rôle de physiothérapeute est laissé de côté complètement pendant le temps de la compétition. Là. Exactement. Puis c'est probablement mieux comme ça. On n'est pas obligé d'être deux tout le temps. Ouais. On peut être un. Puis... Mais je vais te reposer la question tantôt sur les diagnostics de bord de cliff. Là, quand on va en reparler tantôt. C'est une des questions que j'ai. Là, Ah oui, j'avoue que ça doit être l'enfer. Ben, en tout cas, je veux pas. Non, mais c'est ça, je vais aller là. J'y vais pas tout de suite. C'est ça, où t'as mal, là, Steve? Non, le pire, c'est que, tu sais, quand j'ai parlé à Serge tantôt, son enfant a dit, il va-tu pouvoir me, tu sais, checker un peu mon... J'étais comme, non, dude, non, ça doit vraiment être, tu sais. Mais je vais le faire pareil, c'est ce que j'ai dit à Steve. Okay. On s'en parle après. On s'en reparle tout à l'heure. Donc là, on parlait de... C'est ça. En fait, je voulais savoir un cas de commotion cérébrale, dans le fond, est-ce que c'est en bloc ou c'est surtout en voie? C'est-tu comme un whiplash? C'est une mauvaise chute sur un coussin? Bloc, c'est plus favorable. Ça va dépendre aussi de la dureté. Ça dépend aussi de la gestuelle du bloc. Ça dépend de la dureté du matelas. Ça dépend à quel point, je veux dire...
quelque chose aussi simple, c'est on prend un grimpeur ou une grimpeuse full relax, pas beaucoup de tension musculaire, tu sais, quand même assez mou, ils vont tomber. Ils vont être mous, tu sais, en général, pas beaucoup d'impact de ce côté-là, tu sais, ils tombent un peu tout croche, mais tu sais, il n'y a pas de tension musculaire, fait qu'il n'y a rien qui bouge plus que d'autres choses. Les gens, ils sont, tu sais, stressés, pognés, ils voient qu'ils sont tombés, puis ils se durcissent, puis là, tout le reste du corps, il durcit, mais tu sais, assez de durcir ton cou. Fait que là, tout le corps est bien stiff, c'est le cou qui prend toute la charge, puis là, dans une chute qui paraît des fois, là, on glisse du bloc, on tombe sur le dos, on met 2 coudes, mais on donne un gros coup de tête démesuré, puis là, on se retrouve avec une commotion, avec un whiplash. Le fameux whiplash. Ouais. OK. On en voit, malheureusement, puis il faut les traiter. C'est fou à quel point on voit l'évolution dans la première semaine, puis là, on sait que ça se voit là, dans les premières heures que c'est un cas de commotion ou un cas de... Tu sais, il y a des gens qui ont mal au cou, mais pas de commotion, rien. Ouais. Puis ces gens-là, des fois, le lendemain matin, on les revoit. Une fois que le spasme musculaire est passé, on travaille un peu la mobilité, puis ils peuvent compétitionner. Versus un cas de commotion, là, il y a vraiment une pente vers le bas là, dans les premiers 12-24 heures. OK. Faut leur dire, ben oui, t'as payé pour ta compétition, mais demain, t'as fait pas la compétition. Ouais. Ça fait... C'est dur. C'est ça, Ouais, c'est ça dur pour doit. un compétiteur. Ouais, clairement. Encore là. Moi, j'avais la question qui me trottait dans la tête. Est-ce que vous pensez... Je pensais que c'était plus en ligne, mettons, des cas d'impact de la tête au mur, là, avec la chute. Je me dis, est-ce qu'il y a déjà eu la question de soulever le port du casque, même pour le bloc? Là? Ah non. Est-ce que ça devrait être quelque chose de songer, dans le fond, pour la compétition? Ou, Non, tant que ton premier, il fait pas tomber des roches sur toi, podcast. Ouais, c'est bon. Non, ça n'a jamais été soulevé. La seule question qui a été soulevée dans les dernières années, c'est est-ce qu'un physio, un thérapeute du sport devrait passer sur le route setting pour voir si le route setting est sécuritaire? Ça, je pense que c'est une boîte de Pandore qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Là. Non, parce que ça prendrait ouais? des physios qui Non, craquent en esti. on peut pas future... Non, mais on peut pas future-proof tout ça. Là. Je veux dire, si t'en vas dans un show punk, on va-tu mettre du foam sur les murs? Là? Non. Ah, En c'est effet, ça. ça fait partie un peu des risques inhérents à Tout le monde l'activité. accepte. Voilà. Cool. On va Excellent. chercher une bière. Je suis bien heureux de la réponse. Ouais. Ouais, ça serait dangereux aussi, ouais, effectivement, le bois de Pandore, mais tu sais, une fois que tu as mis ton nom, tu te responsabilises sur. Tu n'as pas envie d'avoir ton nom là-dessus en disant hey, c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, mais tu sais, je me rends garant de l'état de la voix puis du fait qu'elle ne te fera pas faire de blessure. Oui. Là, tu sais, après ça, ça pourrait mener à des drôles de poursuites, je suis pas mal sûr. Ouais, puis en plus, il faudrait être un physio super fort. Il faudrait que je forerun toutes les maudites voix. Pas de temps à perdre. La blessure la plus commune que tu traites dans ta clinique. À ex aequo, un extensor hood du majeur ou une poulie A2 de l'annulaire. OK. Explique-nous un peu pour les gens qui savent pas c'est quoi. Okay, Qu'est-ce que ces deux choses-là sont? Fait que la poulie A2, c'est la poulie la plus principalement blessée, la plus fréquemment blessée en escalade. Et funny enough, moi, c'est sûr que c'est un biais d'exposition. C'est que j'ai été exposé beaucoup plus souvent à cette blessure-là, à la A2 de l'annulaire. Ça veut dire que on full crimp, la poulie, c'est ce qui tient le tendon contre le doigt. On full crimp un petit peu trop souvent, on en les voit peut-être un petit peu plus à doigt, puis on n'a pas nécessairement la force pour le faire, ni l'expérience pour le faire. Puis on décide de tout full crimper de gauche à droite. Maintenant, on entend un pop. Ça, c'est le classique. Ça me lève le cœur, j'ai déjà entendu. Ah ouais, me c'est glace fou. le Ah, oui. sang. J'ai eu la chance d'en voir une directement devant moi. Un patient qui est venu me voir pour sa poulie côté gauche. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence l'évaluation. On évalue l'état d'un doigt, puis on évalue l'état de l'autre doigt à côté. L'autre doigt à côté avait l'air bien, puis au moment de faire les tests de force, Aïe, aïe. je dis à la personne, Arrête. OK, on va tester. Je vais même pas Là, bien. je veux que tu le fasses du côté droit en premier, vu que c'est un côté non atteint pour qu'on pratique, puis tu vois ce qu'on va faire comme test. Pousse pas fort. Non, Le gars met son non. doigt sur la réglette, tire toutes Non. ses forces. Oh, Pow! non. Ah, Devant moi, là, je suis comme, oh my god. Fait que, Aïe, aïe. funny enough, il a récupéré plus rapidement de cette blessure-là que celle qui était venue me voir pour, que ça faisait déjà 3 mois qu'il traînait. OK. Parce qu'on a fait la bonne chose dès la première seconde. Puis ça, c'est. Fait que là, ouais. Pour, A2, c'est celle qui est la plus proche de la pompe. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Donc, c'est elle qui est la plus grosse, c'est elle qui tient le plus de force aussi. Ouais. Puis ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est autant influencée par à quel point tu fléchis la phalange du milieu du doigt, tu sais, la phalange qu'on voit le plus souvent, et la grosse jointure. Fait à la fois, si je fais ça, puis en plus, je fais ça, fait que tu sais, un full crimp, là, on peut pas le voir, c'est visuel, là, mais un full crimp où le seul angle de notre doigt se trouverait à la phalange moyenne,
versus un fulcrum où le bout du doigt est en hyperextension. Ouais. Grosse knuckle, là, la grosse jointure est pliée. Mais là, la Aussi. A2 est à sa tension maximale. Ah ouais, Ça, ok. c'est le plus fréquent. L'autre, c'est le majeur. Ouais, c'est ça que t'as nommé. Extensor hood, c'est. En fait, Mais c'était. dans le fond, attends une minute, je veux juste revenir sur la position de la main. Dans le fond, le moins sollicitant, ça serait comme si tu serais en half crimp et que tu arrives à mettre ton pouce par-dessus, comme si tu avais un hostie de long pouce. Ouais. Tu serais pas obligé de plier tes knuckles de poing, là, dans le fond. En fait, pour réussir à rejoindre le pouce, en général, les gens vont plier les knuckles. C'est ça, t'es obligé là, Ouais, pour puis- crimper. Ouais, à moins d'avoir vraiment le pouce extrêmement long et l'index extrêmement court. Ok. ce que Mais j'ai pas vu pour le encore. vrai, je sais pas si t'as vu les études qui sont sorties de C4HP, mais dans le fond, là, c'est Taylor Nyson. Nelson. Ouais, c'est ça qui disait qu'il y avait vraiment une corrélation, là, vraiment pas une corrélation, là, mais il y avait une relation directe là, entre la longueur de tes doigts, puis la morphologie de ta main, puis la force que tu peux déployer. Dans le fond, donc. Oui, aussi le type de blessure que tu peux développer. Oui, les gens, nécessairement. ouais, les gens communément qui ont l'index, on va dire le cut-off, c'est pour les gens qui nous écoutent présentement, c'est s'ils regardent leur main et qu'ils voient que le bout du petit doigt est plus bas que la ligne de flexion de l'annulaire juste à côté. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils peuvent souvent pas mettre leur petit doigt sur la prise. Puis s'ils voulaient mettre leur petit doigt, il faudrait qu'ils fulcrim tout le reste de la main. Donc déjà là, on a un petit Tabarnak, facteur je suis de pas risque. loin de ça, moi. Là. Êtes-vous bien loin, vous autres, au-dessus? Fait que toi, t'es vraiment juste sur le cut-off, tu vois. Ouais. Ça atterrit directement. Moi, je suis vraiment chanceux. Je vais toucher du bois. Petit doigt un peu plus long. Aussi, il faut se dire, admettons qu'on prend une réglette, puis c'est ça qui est tout le temps drôle. On fait du hangboard, la réglette est complètement droite. Je veux dire, j'en ai pas vu beaucoup dehors, mais il y en a. Fait que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que clairement, si ton majeur est plus long que tes autres doigts, il y a besoin de plier davantage pour arriver à ex-aequo. Ouais. Pour la même chose, si tu veux que ton petit doigt rattrape tous les autres doigts, il va falloir que tu fulcrum pas mal plus avec les autres doigts avant que ton petit doigt se rende. Donc là, on peut voir un facteur de risque. C'est différent pour tout le monde. Puis ça nous amène à la deuxième blessure, finalement, que je vois le plus souvent. L'extensor hood, c'est vraiment l'espèce de capuchon de fibre qui est sur le dessus du majeur. Fait que on va regarder nos doigts, puis des fois, on va voir que le milieu, là, le majeur, il est pas mal puffy dans la jointure principale, la jointure du centre. Ouais. Ben, où les personnes forcent puis finissent tellement par fulcrumper que le doigt finit par dévier de côté. Là, ils vont se faire un entorse d'un collatéral, ça veut dire une entorse d'un ligament sur le côté du doigt, ou ils vont pas le faire assez pour créer une entorse du doigt. Ça, c'est pour ça que je dis qu'on le voit plus souvent. Ils crochissent juste assez le majeur ou un des doigts à côté pour que le capuchon de fibre qui est censé autant tirer à gauche ou à droite, mettons, j'ai autant de tension du côté gauche de mon doigt que du côté droit de mon doigt, là, il commence à tirer solide sur un côté plus que l'autre. Là, ça devient enflé, les gens sont plus capables de fermer la main. Puis ce qu'on se rappelle, c'est que s'ils sont plus capables de fermer la main, ils sont plus capables de faire leur mobilité complète. Fait que les mêmes structures sont stressées toujours en même place tout le temps. OK. Fait que ça, tu veux dire, c'est quand j'essaie, mettons, de fermer ma main, tu sais, puis de toucher mes empreintes digitales à ma paume. Ouais. Il y en a un que ça marche pas. Ouais, puis là, souvent, OK, on mais voit ça m'arrive tout le temps. là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, un petit peu de stress latéral, Ok. de la surutilisation, Ouais. les extenseurs des doigts un petit peu tendus, on les relâche pas, on fait plusieurs jours consécutifs. Est-ce que ça peut être chronique, ce genre de... Tout à fait. Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression maintenant, tu sais, quand que... En plein milieu de saison, si je travaille un projet où je vais aller grimper plus souvent ou plus fort, là, je veux dire, il y a toujours mes deux majeurs finissent, ça ferme plus. Exactement. Puis à un moment donné, aussitôt que je relaxe un peu la patente puis que je commence à rester un peu plus, ben là, ça revient. Excellent. Il y a des gens que ça devient malheureusement. On a beau les arrêter 6 mois puis le doigt revient pas. OK. Ah ouais, il reste comme enflé tout le temps? Il y a de Ouais, l'inflammation? il y a de l'inflammation. Pourquoi? Parce que le tissu est plus habitué d'aller là. Donc, il se déshabitue à y aller. Donc, quand tu essaies d'y retourner, le corps voit ça comme une tentative de blessure, recrée de l'inflammation. Fait que c'est comme si on se retrouve à l'entrée de la porte, mais on peut plus jamais la franchir. OK. Oui. Puis, tu sais, des fois, ça prend beaucoup de repos. Des gens qu'il va falloir aller chercher peut-être un peu plus de suivi médical, faire des injections de corticostéroïdes, vraiment diminuer l'inflammation. Souvent, il faut les retirer de l'escalade pendant un certain temps. Mais ces gens-là, souvent, sont passés dans l'étape que tu passes, puis ils ont persisté dans cette étape-là. Fait que tu sais, toi, t'as fini ton projet, tu es au milieu de la saison, on fait un petit cool-down, on essaie de voir s'il y a quelque chose pour l'année d'après. Il y en a qui finissent leur projet, ils sont au même crack la même journée, trouvent un deuxième projet, ils travaillent au maximum, ils commencent à avoir une douleur, bah, c'est pas grave, il me reste juste 4 semaines de grimpe, pousse. Ah mon Dieu, il était censé pleuvoir, il fait beau aujourd'hui, il retourne une 4e fois dans la semaine d'affilée. Tu sais, ça prend beaucoup de persistance et de, et de volonté pour se blesser. Pour se retrouver finalement dans la phase chronique. Okay. Je te dirais, quand on est des grimpeurs, fait que
beaucoup de déni aussi, donc Ah, bien sûr. on flirte allègrement avec ça. Puis ouais. ben oui, ça crée ça. Donc, Comment ça s'appelle, tu l'as appelé le majeur? Là? le Extensor Hood Extensor Syndrome. Hood, ok. Donc, c'est Extensor Hood Syndrome. C'est un cas reporté par justement notre cher Volker Scheffel, Christopher Luther, dans un article qui parle de ça et qui est très fréquent. C'est une belle blessure presque exclusive aux grimpeurs. Ben écoute, moi, c'est un truc que j'ai appris à accepter là, il y a quelques années, là, qu'une fois de temps en temps, je remarque que je suis plus capable de fermer tu sais, que le majeur, mais il y en a deux, là, c'est pas tout le temps juste le majeur, là, mais tu sais, qui ferme plus complètement, qui a vraiment de l'inflammation là, présente. C'est drôle parce que tu sais, ça n'a pas tant d'impact sur la grimpe, dans le sens que j'ai pas tant de perte de force, c'est vraiment juste des douleurs, c'est très latéral, hein, c'est sur le côté que... Sur le côté ou sur le dessus, ouais. Okay. Des fois, les gens ils vont le sentir quand ils veulent tirer de la corde. Fait que, tu sais, ils n'ont aucun problème à grimper, mais ils se retrouvent en dévers puis ils essaient de stogger vers le haut. Ouais, là, ils sont obligés de fermer la main au complet puis de la gripper solide. Là, ça ferme comme, pas. Ouais. me semble quelque chose de pas normal. Ouais. OK. Ah ouais. Parfait. Fait que là, on a cerné un peu les deux blessures les plus communes que tu traites. Yep. Le meilleur moyen de prévenir ce genre de blessure, selon toi, c'est quoi? C'est l'écoute de son corps. Oui. Je pense que c'est ça. Quelle belle leçon! Serge dur, pourri là-dedans. Eh boy. Ouais. Non, ouais. mais écoute... C'est connu comme un cliché. Ouais, ben je veux dire, c'est ça qui est malade, c'est que quand on fait en rétrospective, puis j'aime beaucoup la première partie de l'évaluation où on pose la question du patient, puis ça vient peut-être de ce qu'on a parlé tantôt au début, il faut rephraser un peu. Les gens, on dirait que quand ils nous content leur histoire, puis on leur met en évidence, on dirait qu'ils réalisent que c'est de leur faute. Oui. Puis c'est tant mieux s'ils réalisent de ce côté-là. Exemple, ah ouais, tu t'es blessé là 6 semaines. Ouais, mais ça me faisait mal depuis le début de l'été. Ah ouais, puis qu'est-ce que tu faisais quand ça fait mal? Ben, je continuais, tu sais. Puis c'est ça qui est. Pour ça, je pense, l'écoute de soi, c'est tellement facile dans les premiers jours, premières semaines on dit kill it in the egg, là, de le tuer dans l'œuf. Ouais. Puis de prendre un petit détour, de régler pour de bon. Exact. On peut persister dedans. Puis on est des. Tu sais, c'est bon, on est des gars persistants. C'est une belle qualité, là. Faut push through, ok. Tu te fais une petite coupure, là, on s'en fout. Là. Il commence à pleuvoir, on s'en fout. Mais malheureusement, on répand cette espèce de mentalité-là à même notre état physique, les blessures à long terme. Puis c'est là que. Ah, ça vaut tellement pas la peine. Hein? Tu sais, mettons, ça commence à te tirer dans le biceps. C'est comme, je vais faire une autre voie. C'est pas si pire. Tu sais, comme, en fin de compte, tu dis, je pense que je suis pas loin de me déchirer de quoi. Là, tu sais, les 2 semaines off. Là. Si c'est Bossa Bawem, ben c'est là que ça pop. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était course. Ouais, c'était méchant, hein? Ouais, c'était... On TV, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était tellement comme visuel en plus. C'était comme, ouh, ils sont pas corrects, là. Qui vient de se passer aussi, avec son bicep, là. Fucking m'évanouir. Je suis pas capable c'était malade, là, moi aussi, je peux pas là. Mais tu sais, on est tellement fascinés en plus, un peu comme quand on regarde des films d'horreur, là, j'étais pas capable de le regarder, mais en même temps, j'étais pas capable d'arrêter. On parle de. On parle aux Olympiques, là, quand son bicep avait complètement détaché de son os. On voit la vague dans le bras, là. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ok. Imagine-tu, c'est toi. Prochaine question. La blessure la plus chiante à guérir, selon toi, c'est quoi? Évidemment, en lien avec l'escalade. Ça, c'est vraiment drôle. Moi, je vais dire... Super bonne question. Cool, merci. Good job. Je suis bien divisé. Je vais répondre 2 réponses. C'est la meilleure façon de ne pas faire de choix. Ouais. C'est ou une épaule. C'est quelqu'un qui push dans la douleur. Ça, c'est atroce. Quand tu parles de l'épaule, c'est-tu ce qu'on. Tu sais, en anglais, on dit le scapula, c'est-tu cette blessure-là? L'épaule, ben, tu sais, en fait, l'épaule, il y a comme une bordée de muscles qui viennent tenir. En fait, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation super mobile, c'est un ball joint, là, super mobile. Mais tu as besoin vraiment d'une synchronisation entre les muscles. Tu sais, un muscle qui s'allume, l'autre s'éteint, l'autre laisse la place, il faut qu'il y ait le positionnement. On appelle ça le rythme scapulo-huméral, le rythme entre ce que l'omoplate qui tient le bras, puis le bras lui-même fait. Puis c'est fou à quel point les gens. C'est vraiment une question de programme qui se corrompt. Il y a une façon de bouger. Quand tu veux faire un press, il y a une façon d'utiliser son omoplate. Tu veux faire un pull, une façon d'utiliser son omoplate. Tu veux faire un side press, une autre façon. Puis on dirait qu'à travers justement l'entraînement, des fois on a une demande trop élevée. Très fréquent quand les gens rajoutent leurs premiers 50 livres sur le pull-up. Ils veulent faire leurs 10 pull-up. Après 5 pull-up, le corps est plus capable. Mais vu qu'on lui demande de faire un pull-up, il trouve une autre façon. Il trouve tellement souvent que ça devient ça sa façon de bouger, puis c'est une façon qui est vraiment pathologique.
la meilleure histoire pour ça, c'est Evelyne Najo puis moi, on a présenté à Squamish une partie de la conférence sur les blessures. Puis pour le faire, on a pris 3 photos et 3 vidéos de patients qui bougeaient leur épaule de façon différente. Puis ben, le patient, c'était moi. Fait que une fois, je monte mon bras avec un bon rythme, je monte mon bras avec un moins bon rythme, je monte mon bras avec un autre rythme différent. Puis à force de prendre des takes, des photos du mauvais rythme, j'ai eu mal à l'épaule pendant 3 semaines. OK. Es-tu sérieux? Aucune blessure, juste mal bougé. J'étais plus capable de lever mon bras. Là. Ah, c'est Donc, là, hein. ça, si les gens, on n'est pas capable de leur. Parce que là, les gens, je veux pas, tu lèves ton bras combien de fois dans une journée, Steve? Oh mon Dieu. Pas moi. 400 fois. Ouais, fait que mettons que tu le fais 400 fois dans la mauvaise direction. 400 fois, tu t'irrites. Les gens ont mal, ça n'a pas d'allure, ils veulent plus lever le bras. Puis encore plus drôle que ça, c'est quand les gens ont pas mal une journée, ils refont le geste parce que là, ils sont comme. Mais ça me semble quand je faisais ça, là, ça me faisait mal. Puis là, ils bougent leur épaule tout croche, puis ils réussissent à se faire mal parce qu'ils s'ennuient de la douleur. Fait que ça, c'est difficile. Parce qu'il faut les sortir de ça, faut arrête de rester, arrête de faire le mouvement. Puis la deuxième, c'est la cheville. Puis la rééducation, j'imagine, comment tu fais, juste pour finir avec l'épaule, comment tu fais pour comme, arriver à rééduquer les gens à faire le bon pattern de mouvement ou à réactiver ou le fire des muscles, justement, là, dans le bon ordre? Ce que j'ai trouvé le plus dans la dernière année, ce que j'ai le plus utilisé, c'est le feedback vidéo. OK. Oh, OK. Les gens, ils font le mouvement, on fait les 2 bras en même temps, ils voient ce que l'épaule gauche, admettons, qui a pas mal fait, puis ce que l'épaule droite fait. C'est 2 choses complètement différentes. Fait que déjà là, il y a une prise de conscience. Ça, c'est le début de la victoire. Là. Quand le patient fait comme Ah! Ou tu les fais juste s'asseoir. Puis je leur dis souvent, tu t'assois, t'as les 2 mains sur les genoux, fais semblant que tu parles à quelqu'un, pense pas à ta posture ou quoi que ce soit. Tu prends une photo de leur dos. Les 2 épaules sont à 2 places complètement différentes. Il y a comme une espèce de. Puis là, je leur fais faire du feedback vidéo. Fait que, mettons, j'ai mon cellulaire qui est en vidéoconférence avec le laptop qui est devant eux autres. Puis là, ils bougent, puis là, ils voient en temps réel ce qui se passe dans leur dos. Hein. Mais des fois, il peut y avoir une scoliose. Le dos peut participer un peu, mais j'ai tendance à. On l'inclut quand c'est dramatique, là, quand c'est grave, mais en tendance, si on focus sur l'épaule, on est capable de leur faire prendre conscience. Puis là, en ayant le vidéo feedback au début, ben c'est ça. Faut qu'ils s'installent chez eux. Des fois, c'est leur conjointe, leurs enfants qui filment leur épaule pendant que le gars, il monte son bras, puis il voit qu'est-ce qui se passe. On leur pratique à faire le mouvement. Puis ce qui est vraiment cool du corps humain, c'est la plasticité. C'est que à répéter assez de fois le bon mouvement, sans erreur, après ça, tu n'as plus besoin d'y penser. Puis le bras, ça devient sa nouvelle façon. En fait, son ancienne nouvelle façon de le remonter. Puis ils n'ont plus besoin d'y penser, puis là, le bras monte tout seul. Mais ça prend une prise de conscience, puis faut trouver vraiment les bons cues, les bonnes images, de dire, OK, prends une inspiration, c'est toi qui vas les biscuits au chocolat, peut-être. Puis là, ils font un haussement d'épaule. Là, soudainement, l'épaule est à la bonne place pour commencer le mouvement. OK. Ça, c'est super. Moi, j'adore ça. Ouais. Mais ça peut être une épaule ça peut être très difficile, surtout si les personnes ont un travail qui leur demande l'épaule beaucoup. Parce qu'on est dans le vif de l'action, je suis un route setter, je fais un super beau warm-up avant de forerunner mes blocs. Mais je fais pas de warm-up avant de driller les 50 prochaines prises au bout de l'échelle parce que tu sais, on est comme au bout du bras. Puis il me semble, au lieu de bouger l'échelle, il me semble que j'irais au bout de mon bras avec la drill, avec le battery pack lourd parce que maudit, on n'aime pas ça changer les battery packs. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Puis la deuxième que je trouvais la plus persistante, c'est la cheville. Il y a des cas de cheville, c'est fou, hein? C'est l'évaluation après une entorse de cheville. On pense qu'il y a juste une entorse de cheville, mais il y en a plein de différentes. L'évaluation après une entorse de cheville est super bonne et super importante. Parce que, selon ce qu'on fait dans les 3 premiers mois, ou ce qu'on fait pas dans les 3 premiers mois, la cheville appelle dans une super bonne direction, on n'en parle plus. Ou j'en ai vu des entorses de cheville, là, 1 an et demi, 2 ans. Puis en général, l'histoire, elle va comme suit, là. Entorse de cheville, mais tu sais, ça fait mal, mais pas assez. Fait que je continue à marcher dessus, je fais du bloc, elle me fait mal un peu, mais tu sais, il y a une grosse négociation pendant les 2-3 premiers mois. Puis là, on n'est plus dans la blessure originale. On est dans un paquet d'autres affaires qui s'est développé autour. Des équilibres musculaires, nouveaux patterns de bouger. Jambes de bois. Puis encore là, il faut leur réapprendre à bouger. Puis ce qui est super drôle là-dedans, c'est que l'articulation de la cheville, on peut être très réducteur, voir ça très simple. Puis il y a des thérapeutes que peu importe le type de blessure à la cheville, ils vont donner la même série de 3-4 exercices. S'ils sont chanceux et les statistiques sont de leur bord, ça va fonctionner. Mais si malheureusement, sont dans le type de cheville qui ne répond pas à ça, ils vont s'empirer. Les gens, on va essayer de leur faire gagner de la mobilité dans la douleur. Puis ils vont se dire, ben là, tu sais, je veux gagner ma mobilité, je suis bien poussé, mais une cheville, là, on la voit plier puis on la voit déplier, là, ça a l'air simple en maudit.
Mais mon Dieu, que selon l'entorse qu'on s'est faite, ça peut devenir vraiment compliqué. Ça, je te dirais, les cas le plus difficile, le plus long, ça a été la personne qui vient me voir, ça fait 6 mois qu'elle a mal à la cheville. Ça fait 6 mois, pas juste qu'elle s'est blessée, peut-être que la blessure était un peu niaiseuse puis assez mineure, mais le parcours qu'ils ont fait pour essayer de récupérer leur mobilité de cheville, puis ce qu'ils ont fait avec cette cheville-là blessée pendant les 6 derniers mois, là, t'as pas juste un problème qui a duré pendant 15 secondes le temps que tu t'es viré le pied parce que le pad n'était pas à la bonne place. T'as 6 mois de pousser dans la mauvaise direction. Là, c'est dur. OK. C'est quand même assez commun dans le sens que tu sais, une mauvaise chute en bloc, tu te fuck une cheville. Une mauvaise chute en lead, t'atterris mal, tu te fuck une cheville. Ouais, une bonne pendule en cheville là, que tu kicks le devant du mur, puis là, on a le bleu en avant. Là, ouais. Puis si c'est pas comme juste carrément cassé. Là, ça, c'est super intéressant. Les gens qui se font une fracture de cheville puis ils veulent pas aller à l'hôpital, tu sais, je les vois souvent pour un coude, pour une épaule, puis ça même. Puis à part ça, ça va bien parce que ça commence à s'améliorer. Bah, ma cheville, ça fait 3 semaines, là, tu regardes, la cheville est bleue, blanche, verte, tout le kit de même, elle est super gros, enflé. Là, tu fais comme, ben là, t'as une fracture. Ah, tu sûr, me semble, ça. Ouais. Ils vont, fracture, 2-3 autres pétés, puis les gars marchent dessus, puis ils retournent au crack depuis 3 semaines. C'est des toughs. J'ai déjà tombé à côté de mes pads. Direct sur le talon. Puis là, c'était comme, John est avec moi, puis je pense que j'ai retenu mes larmes. Là. T'as retenu tes larmes, pleure, man, laisse-moi pleurer. Ben ouais. Puis c'est comme, je te dis, j'ai fait ma saison de glace pareil, mais j'ai pas été capable de donner aucun coup de talon dans la glace puis dans la neige, puis il fallait que je pouvais pas sauter. C'est sûr que je m'étais crushé l'épine de Lenoir, dans le fond. Là. Peut-être, ouais. C'est sûr qu'elle est fracturée. Là. Je veux dire, j'y repense, ça m'a pris 1 an avant d'arrêter d'avoir mal. Ouch! 1 an. Ça, puis tu sais, ça c'est un cas. Mais écoute, ce gars-là, c'est juste pour pas perdre la saison, tu sais, comme ma saison est là, je suis comme étude de cas, tu capoterais, là, t'en aurais pour des années à comprendre toutes ces espèces de bobos, là. Mais tu sais, quand on a une bonne saison de glace, il faut la prendre, hein. Ça arrive pas tout le temps. C'était peut-être pas une bonne saison que ça non plus, ça, le ouais, là. OK. En fait, la prochaine question est comme reliée à l'autre d'avant, là. Je veux savoir, là, on a parlé des blessures les plus chiantes à guérir. Est-ce que c'est la même chose que la pire blessure que tu peux te faire? La pire blessure que tu peux te faire, c'est une déchirure méniscale. Une déchirure? Méniscale. OK. Une déchirure du ménisque. Parce que le ménisque est déchiré. En même temps, une bonne déchirure méniscale. Puis, tu sais, je parle en connaissance de cause, j'en ai 2 déchirures méniscales, puis ça a fini avec 2 opérations. Ah oui, t'es sérieux? OK. Ouais, comment t'as fait ça? Ben, la première, c'était à l'Université de Montréal, il y a le bloc en bois verni. OK, je connais pas. Il y avait une slam qui avait été setée, puis c'était vraiment 2 slopers, high hook, mental sur un pied, il n'y a aucune prise, il faut que tu pistes le squat vers le haut. Fait que t'es comme vraiment ouvert au point de vue de ton pied. Avec là, t'es en torsion totale dans ton pistol squat. De pousser vers le haut, puis à partir du moment que j'ai réussi à faire le premier, j'étais là comme malade, tellement un move cool. J'ai fait comme 4-5 fois de suite, puis la 4e fois, mon genou ne voulait plus déplier. J'étais vraiment bloqué, là. Jam est là, puis je suis comme, c'est un peu. Je tombe sur le mat, pas capable de déplier mon genou. Il y a comme quelque chose qui a coincé. Coincé dedans. Okay, c'est comme une crampe musculaire, mais c'est coincé physiquement, là. T'es pas capable, fait que en poussant mon genou de côté, veux pas, j'étais étudiant en physiothérapie à ce moment-là. Pousse ton genou de côté, puis là, tu réussis comme à dégager, ouvrir l'espace. J'ai réussi à monter, puis je suis comme, ça c'est un peu bizarre, puis là, je réussis à me rendre chez nous, le même matin, puis capable de marcher. 6 mois de physio, je gagne la mobilité, mais de la misère à me rendre plus qu'à 90, j'essaie de grimper efficacement sans pouvoir faire des perches, puis... Fait que j'essaie de me faire opérer. Puis c'est ça, c'est un peu ça la blessure la plus chiante, c'est que quand mon patient vient me voir qu'il a une blessure de genou, il m'explique une histoire un peu comme celle que je viens de vous conter. Ma première chose que je me dis, j'espère que c'est pas un ménisque. Ouais. Parce que je veux pas le dire comme, ouais, ben au lieu de faire comme, bon, tu sais, ça c'est le plan de match, on fait ça, tu sais, voilà les exercices, dans 4 semaines, ça va être off. Tu vas commencer par soit un IRM. Ouais, c'est comme, bon, ben ça serait bon d'aller voir ton médecin, on va aller voir, tu sais, si le ménisque il est juste pincé ou il s'est déchiré. Là, bien sûr, l'IRM arrive, puis déchirure partielle, complète, whatever. Là, il fait comme, ouais, qu'est-ce que je peux faire de plus comme exercice? Puis là, tu fais comme, ben, va te faire opérer, tu sais. Ouais. Des fois, on peut faire des choses autour, mais la solution finale, c'est de se faire opérer. Et des fois, c'est la réponse pour l'épaule aussi. Oui. Oui, ça dépend de ton âge. OK. Ça dépend s'il y a des ruptures complètes. Ça va vraiment dépendre. Ça, c'est vraiment un maybe. OK, versus le ménisque qui souvent, ça prend... C'est plus facile de conclure que, ouais. Tu peux avoir un ligament croisé complètement coupé, on s'en fout. Tu peux avoir tous tes autres ligaments complètement coupés. Des structures qui te stabilisent. Okay. Fait
ultimement, développe-toi un gros quad, des bons ischios. Bon, même si tu seras moins bon en overhang. Ouais, ça peut se régler. OK. Ça peut se régler, tu peux faire du renforcement. Le ménisque, il coince dans ton articulation. Ouais. Tu veux faire quoi? Faut l'enlever, faut le déchirer, faut le retirer, l'enlever ou le suturer, l'attacher. OK. Puis, vous avez une déchirure méniscale, ça fait 6 mois que ça fonctionne pas, vous avez un super bon physio qui fonctionne. On fait attention à ses genoux? Ouais, cool. Ça me faisait penser que la vidéo, c'est quand même un outil, oui, pour diagnostic et guérison, dans le fond, assez fort, mais même pour le training, là, à cette heure, là, je l'intègre, là, on se fait des séances où on se filme techniquement, puis dans ta tête, là, tu checkes des vidéos d'Andra puis de Chris Sharma, tu grimpes exactement comme Chris Sharma. Tu sais, t'es comme, hey, je dois être de même, puis là, tu checkes en vidéo, c'est comme, mais Chris, j'ai de l'air d'être un quadraplégique qui viendrait apprendre à grimper, là, comme... J'espère que c'est pas aussi pire que ça. Non, mais là, tu te dis, voyons donc, j'ai le cul sorti de même, puis voyons donc, j'ai comme la jambe pis les hanches, ça a pas de crise de sens, ça. Le plus drôle, c'est le pied qui traîne. T'as l'impression que t'as le pied sur une roche, puis à un moment donné, t'as comme eu un brain fart, puis ton pied fait juste traîner. T'as même plus de poids dessus, puis il traîne de même, puis t'essaies de gonner, là, pis mais ça, c'est go, c'est lourd. Comme, place-les ton pied. Comme, il y a 60 livres de chair qui traînaient dans le vide que tu traînes sur tes doigts, à place de l'avoir sur une belle prise de pied, tu sais. Le podcast Parlez-moi de santé, il avait terminé en disant si t'avais un conseil à donner aux gens qui grimpent, puis le premier conseil qui m'est venu par la tête, c'est filmez-vous quand vous grimpez. Ouais. Vous allez rendre compte que vous pensez que c'est ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Pas ça que c'est. Effectivement. Ouais, okay. Écoute, c'est un pas pire. Un entraînement, à vrai dire, c'est vraiment un entraînement. Un des matins, on fait un entraînement technique, puis c'est quand même de la pousse de se filmer. Il faut que tu te mettes le petit trépied, que tu te filmes, tu te regardes, mais quand même, ça vaut à peine. Puis donc, le plus drôle, c'est dans l'augmentation de charge. Des fois, tu fais le weighted pull-up, j'en parle souvent parce que weighted pull-up à 25 livres de plus, tu fais ton weighted pull-up, tu regardes tes reps, j'ai une bonne technique, c'est super. Quelques semaines plus tard, /mois plus tard, t'es rendu à 50-70 livres sur ton weighted pull-up. Filme-toi donc. Quand tu rajoutes du poids, là. Je me suis jamais filmé dans des exercices, mettons, de résistance ou de lifting, là, tu sais. Je me suis toujours filmé de technique grimpe, mais ça serait peut-être une chose intéressante. Même crimper, là, tu sais, comme comment mes doigts sont, tu sais. Ouais. Tu ne regardes pas nécessairement, tu ne regardes pas le dos non plus. Où est-ce qu'il est engagé, pas engagé pendant que je fais mon hangboard. C'était quand même une bonne idée, ça. Je vais implémenter ça. Merci. Ouais, ça vaut la peine. Prochaine question. Ah, c'est que t'es plate avec tes questions, je suis plus capable. C'est hyper pertinent. Mais t'es comme la structure de l'entrevue. Sérieusement, okay. on en a parlé à quelques reprises, puis c'est clair que ça serait complètement le chaos. On partirait sur une chire. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Tu peux m'appeler Serge Turcotte pour Danny Turcotte, le fou du roi de tout le monde. Parle dans le casque. Bon. Non, mais tu sais, on a fait la question, la pire blessure que tu peux te faire, selon toi, c'était vraiment le ménisque. La blessure la plus bizarre que tu as traitée ou que tu as vue dans ta carrière, c'est quoi? Si c'est pas la même chose. T'sais. Facilement, je vais essayer de donner pas trop de détails pour pas que la personne se reconnaisse, mais... ouais, ou que je m'évanouisse, c'est vraiment dégueulasse. Une fille qui est venue me voir, je me rappelle, c'était un mois de novembre, décembre, j'étais à Horizon Rock, elle vient me voir, puis elle venait de passer, je sais pas, comme 2-3 semaines à Red River Gorge, qu'elle avait grimpé chaque jour avec son chum. Tu sais, son chum, il voulait grimper non-stop, puis il n'y avait aucun rest days, puis il grimpait non-stop, tous les jours. Puis elle est venue me voir, puis elle avait tous les doigts enflés, bleu, rouge, œdémaciés, mais genre, tous ses doigts, c'était des saucisses, là. Okay. Puis elle était plus capable de fermer la main. Puis tu sais, c'est genre de discussion-là où encore là, on fait l'évaluation, puis je fais comme, ouais, fait que là, t'as grimpé combien de jours? Ben, on est arrivé le 28 septembre, puis là, je suis sorti de là le 23 novembre. Puis t'as grimpé 3 jours, tous les jours. Puis elle dit, ouais, je pense qu'on a grimpé tous les... Non, c'est vrai, on a pogné un 2 jours off, un moment donné, il pleuvait, pis ça de même, puis là, j'étais comme... T'as grimpé tous les jours. Comme t'as grimpé 50 jours en ligne. Ouais, genre, mais ça avait pas d'allure, genre, elle était pas capable de fermer ses mains, puis, tu sais, moi, première chose, j'ai pensé, c'est genre, elle doit avoir des fractures dans tous les doigts, genre, tout doit être pété, genre, comment elle grimpait les derniers jours? Quand est-ce qu'elle s'est dit, ouais, peut-être que je grimpe trop? Tu sais, mais c'est toutes des questions, fait que c'était étrange, tu sais. Puis, True Story, il y avait aucune fracture. OK. Il y avait aucune fracture, il y avait de l'eau dans les os. Tu sais, il y avait de l'œdème dans les os de ses doigts. Mais il n'y avait aucune fracture. Genre, tout était spick and span.
c'était ce qu'on appelle une ténosynovite. Fait que c'est l'espèce de gaine. Tu sais, tes tendons, c'est comme un câble de vélo, mais t'as la gaine par-dessus. Ouais. La gaine était super inflammée par de la surutilisation. Je veux dire, ça faisait mal. Ça a été vraiment, 6 mois off. Ça a été, des bains contrastes, tout ce qu'on pouvait faire dans l'anti-inflammatoire. Mais 6 mois off, il y a eu, un 3 mois où on faisait rien, ou, on faisait rien, je veux dire, on faisait des exercices de physio, mais juste 6 mois off the wall. Okay. Je devrais dire ça de même. C'était une grimpeur d'expérience quand même, là, c'était pas... Ouais, mais ça grimpeur d'expérience. Quelqu'un qui faisait longtemps qu'il grimpait, quelqu'un, pas nécessairement dans la jeune vingtaine, mais quelqu'un... Il y en avait derrière la cravate, là, puis quelqu'un avec une bonne technique, puis tout était correct, c'était juste vraiment trop de grimpeur. C'était abusé. Puis moi, je me rappelle quand que tu parles le col plus bizarre, moi, j'ai vraiment, les gens viennent me voir, puis bon, on a la raison de contre-indication, c'est, douleur au doigt, c'est quelque chose comme ça, puis douleur au doigt, tu t'attends à la personne, voir, j'ai une poulie, quoi, ça. Mais quand elle m'a montré ces mains, j'ai fait comme, oh, ok, c'est ça, genre. Puis là, quand elle me compte l'histoire, je faisais comme, on peut faire ça. Comme douleur au doigt, comme AUX, puis comme tous les doigts de la main. Mais cette personne-là grimpe à nouveau. En tout cas, j'espère qu'elle continue à grimper, ça fait quand même des années, mais cette personne-là est retournée à la grimpe. C'était juste... C'était la blessure la plus étrange ou la plus... qu'il n'y ait rien de cassé. Non, mais le corps, c'est solide. Il n'y a rien de cassé. Il y a vraiment juste... Tout est inflammé, tout est pogné dans un pain, mais ça a bien évolué. C'est ça le plus drôle. Non, mais ces derniers jours de grimpe, t'imagines-tu, là? Je vais y aller. Là. Tu regardes les doigts, tu fais comme j'y vais aujourd'hui. Là. Un autre petit journée. Puis moi qui pensais que c'était intense quand j'étais justement beaucoup plus jeune. Les premiers voyages à Red River Gorge, quand on y allait, on n'avait pas beaucoup de temps, moi puis John. Puis on avait tendance à faire des 7 jours en ligne. T'as une semaine, man. Ouais, c'est ça, t'as une semaine. Fait que, faut pas que t'attendes la pluie parce que tu peux toujours grimper. Non, tu sais, puis généralement, on faisait les 16 heures que ça prend pour aller là, puis on allait grimper la même journée qu'on arrivait pour être sûr de maximiser. Je me rappelle la 7e journée en ligne, je suis comme ok, ça va être, le rest va être bon, là, ça, il va être temps. Maintenant, on est rentré, à notre âge, on fait c'est 2 on, 1 off, 2 on, 1 magnifique, off. Magnifique. C'est de la musique à mes oreilles. Ça m'a pris du temps à en arriver là. Mais là, je suis rendu vraiment dans ce rythme-là. Mais là, elle était dans une autre catégorie. C'est une autre dynamique, mais en tout cas, si elle nous écoute, en tout cas, je suis content que ça a bien passé et que ça a été un cas marquant pour moi. Merci. Fait que dans le fond, j'avais une question qui était c'est justement une anecdote particulière, là, comme en lien avec ton expérience de physio, que ce soit drôle ou que ce soit sérieux. T'as-tu quelque chose qui te vient en tête? Ça serait pas mal ça. Quelque chose de drôle? Quelque chose de drôle ou une anecdote en lien un peu avec ton expérience, quelque chose que t'as vécu là, dans ce contexte-là. Ma copine, elle étudie au doctorat en psychologie, puis des fois, elle a eu cette intervention-là par rapport à moi de me dire, genre, des fois, tu veux toujours trouver des solutions, mais oui, tu sais les solutions, mais au lieu de leur dire quoi faire, essaie donc de leur poser la question pour qu'eux-mêmes, c'est ce qu'on a commencé la conversation tantôt avec ça. Puis, c'est vraiment les patients que, dans la phase de négociation, c'est comme ils viennent me voir pour savoir c'est quoi. Puis là, mettons, je sais pas, la douleur, il y a une douleur à 3-4 doigts, puis là, je leur prends une petite balle en mousse, une stress bar, là, je leur fais serrer la barre, puis si les gens, ils ont une douleur, là, tu vois dans le visage, puis ils ont un effet de retrait, puis ils ont pas envie de serrer la barre. Puis là, c'est OK, fait que là, t'as mal à serrer la barre, fait que là, il fait comme, fait que là, je peux continuer à grimper. Ouais. Puis là, au lieu de faire comme, ben non, t'arrêtes de grimper, je fais comme, ben tu sais, c'est une bonne question. Tu sais, là, présentement, je te fais serrer une balle de mousse, ça fait vraiment mal, ouais. Qu'est-ce que tu penses de mettre tout ton poids sur une prise, à tenir la prise? Ouais, c'est vrai que dit de même, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que tu sais, ouais. Ben, tu sais, c'est intéressant que tu me dises ça. Là, il dit, puis là, après ça, le gars, il continue cette espèce de discours-là interne, il fait comme, ouais, c'est vrai que dit de même, tu sais, genre, présentement, j'ai de la douleur à tous les jours, même quand je suis pas en train de grimper. C'est pire. Tu sais, j'ai rien dit de plus. C'est vrai que c'est pire comme pendant une semaine après avoir grimpé. Ouais, je pense que je vais prendre un break. Moi, je continue, je prends mes notes, on passe à une autre question, tout est correct. Ouais. J'ai trouvé ça le fun, puis je pense que ça prend plus d'effet de rétention. Ouais, ça fait du sens. Est-ce que les grimpeurs, en général, ils ont une bonne discipline avec leurs blessures? Parce que, tu sais, je me rappelle, puis tu dois te rappeler de moi aussi, là, que je t'allais voir, puis j'avais une blessure, puis tu sais, je t'avais dit, en partant, je dis, écoute, je suis super ouvert d'esprit, mais il n'y a aucune chance que j'arrête de grimper. Je t'avais dit, si on peut faire de quoi autour de ça, ça va, mais autrement, mettons carte sur table, là, tu sais, j'étais pas prête à faire ce sacrifice-là, finalement.
Donc, oui et non, parce que ça dépend des individus. Je vais peut-être catégoriser. Le but, c'est de résumer. Là, on ne peut pas rentrer dans les choses compliquées, mais je te dirais que la discipline par rapport, exemple, à la physio, quand tu veux continuer à grimper, elle est super. Ça veut dire que. Puis là, quand je dis catégorise, c'est que j'ai vraiment mon 18-29 ans, puis j'ai mon 30 à 64, 5, 6, 7. C'est vraiment deux approches différentes où il y a des jeunes que je leur dis comme ça, on va faire les exercices comme ça ici, puis ça c'est le plan de match, puis tu sais, fais ça de même avant de ta grimpe, puis après ta grimpe, puis tu pourrais continuer à grimper. Parfois, la meilleure solution, c'est de leur dire d'arrêter de grimper parce qu'ils n'auront pas cette discipline-là. Puis à cause qu'ils n'ont pas cette discipline-là, il faut les arrêter de grimper. Ça devient la meilleure stratégie pour les aider. Moi, j'aime pas ça. Parce qu'on veut que les gens, on veut que les gens bougent. Ouais, soit mais actif, des fois, les gens sont leur propre ennemi. Fait que ces gens-là, malheureusement, il faut les arrêter de grimper. Ça fonctionne très bien. Puis au contraire, je dirais, quand on prend de l'âge, on dirait que peut-être qu'on apprécie plus la chance qu'on a de pouvoir être dehors, de pouvoir grimper, de faire le mouvement. Puis on dirait que la motivation intrinsèque, là, elle devient vraiment bonne. Puis on est capable d'avoir des blessures que monsieur, madame, tout le monde, je les arrêterais de grimper. Puis on est capable, tu sais, là, je dis ça, là, je suis pas physio présentement, je suis juste, on est chez vous, puis on prend un verre. Mais je trouve ça vraiment cool qu'on est capable de continuer à grimper avec, ça dépend de la blessure. Ah, évidemment. Puis de se contrôler, de se gérer, comme on pourrait dire, pour que ce qu'on a là comme douleur, elle devienne pas pire de 1, elle devienne un petit peu mieux. Puis au lieu de récupérer en 4 à 6 semaines, ben ça prend 4 à 6 mois récupérer. Puis on se retrouve, exemple, on se voit au mois de mai-juin, ben finalement, le gars il était capable de faire sa saison. Puis quand le mois de novembre arrive, ben là, il a été dehors, il a fait ça. Puis là, il peut arrêter. Là, il peut le prendre le mois off qu'il aurait dû prendre il y a 6 mois. Ouais. Puis on a quand même continué à progresser beaucoup plus lentement. Il faut être patient. Mais ouais. Excellent. Plus discipliné quand on avance. Oui, tout à fait. Au final, ça dépend de tes objectifs aussi. Après, si oui, tu sais plus lentement, mais si t'arrêtes de grimper pendant 2 mois, moi j'arrête de grimper 2 semaines, on dirait que je recommence à 5-9. Fait que, après ça, il faut que je refasse 3 mois d'entraînement pour me remonter au niveau que j'étais. Puis il y a comme, un dans l'autre finit par comme, j'ai comme, là j'ai l'anxiété de dire, ma saison, parce que j'ai pris un mois off, es-tu en train d'être hypothéqué? Là, oui, OK. C'est un peu débile, là, mais tu te dis, OK, là, tu te mets la pression pour l'entraînement plus intensif, là, tu te reblesses, au final. Tandis que, comme, garder le pattern de physio qui est quand même, si t'es pas blessé, là, tu devrais en faire quand même ces exercices-là, là, comme de stabilisateur, d'antagoniste, de mobilité, tous ces exercices-là, ça devrait être, surtout à notre âge, là, donc rendu une part quasiment égale à tout l'entraînement d'intensité système énergétique que tu fais, dans le fond, là. Puis si tu n'as pas cette discipline-là, dans le fond, de l'intégrer au travers de ta grimpe, ben, tu vas tout le temps être dans un cycle, je me pète, j'arrête, je m'en entraîne, je me pète, je m'arrête. C'est ça. Fait que, c'est ça. Je me disais, le fait de continuer, même si ça paraît être plus long, au final, peut-être que ça ne l'est pas de temps dans le bilan là, d'arrêter puis de se remettre à l'entraînement. Peut-être pour certaines personnes raisonnables, ça l'est. Là. Le caractère va beaucoup juger. Peut-être le take-away message de ça, c'est l'escalade, c'est pas un parcours en ligne droite vers le haut. Là. Non. C'est des montagnes. Là. Ça monte, ça descend. Moi, 2018, ça a été une super bonne année. Là. 2018, ça a été une super bonne année. Super, super bonne année. J'ai adoré ma saison 2018. Puis je l'ai pas rematché. J'ai eu un petit point. Je suis revenu presque à ça au mois de mai de cette année. Là. J'étais comme, nice, je suis rentré dans du 5-12, j'étais à l'aise, j'ai plus de peur, je peux faire des choses de même. Puis, 2 jours après, j'étais coincé dans une 5-11, j'avais envie de piouquer. J'étais plus capable. Mais ça fait tellement partie, là, j'en ai toujours un peu, ça prend les deux pour que les deux puissent exister, dans le sens que, on parle beaucoup de low gravity days, puis de high gravity days. Des high gravity days, mais si tu veux des low gravity days, où est-ce que ça craque fort, puis tu te sens vraiment comme flotter dans les airs, là, ben ça prend le contraire aussi. Fait que c'est ça, puis c'est d'accepter un peu les deux, là, autant au niveau des saisons qu'on est un peu plus on, des saisons qu'on est un peu plus off, que des semaines qu'on est plus on, plus off. Quelle belle parole. Ah, je sais, c'est plein de sagesse. La question du cordonnier mal chaussé, là, tu l'as déjà un peu, tu as déjà un petit peu répondu en parlant de ton ménisque, parce que toi, je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà blessé
Oui, nombreuses fois. Oui. En fait, À part le ménisque, là. de 15, Ben, de 15 si j'ai bien compris, c'est pas le ménisque, c'est les ménisques. Là. on Tu en m'as a compris 4 tantôt? théoriquement, mais moi je Ok. me suis blessé 2 parties du même ménisque. Fait que j'ai blessé Ok. la partie arrière, je me suis fait opérer, ils l'ont suturé, on l'a réparé. Puis 4-5 ans plus tard, je me suis blessé la partie avant. Là, ils ont décidé d'enlever tout le ménisque parce que l'avant puis le derrière était déjà comme. J'avais complété le travail. Là. Ok, tu peux enlever ça. Oui, on peut enlever une partie du ménisque. En général, on ne souhaite pas le faire parce que ça peut créer de l'arthrose après. Ça nous oblige à s'occuper plus de notre. On peut attacher un ménisque, donc faire comme une sorte de réparation, on pourrait dire. On peut décider d'en raser une partie. En général, on ne veut pas le raser au complet parce que ça crée vraiment un espace vide à l'endroit où le ménisque était. Mais ouais, cordélie chaussée, de 15 à 23 ans, je les ai eu. Je veux dire, je les ai eu les blessures, là. Fracture des 2 calcanéums, fracture du fémur, fracture des mains. Tout le temps en escalade? Non, moi j'ai commencé à grimper à 23. Ok, mais de 15 à 23, je veux dire. Là, parce que moi, si je commence à te raconter les fois où je me suis cassé à gueule en ski alpin, là, je te jure qu'on n'a pas fini. Là. J'ai été à l'hôpital, j'ai été chez le physio. De 15 à 23, j'ai été chez le physio. Wow. Ouais, ben on se rejoint chaque bien. année, ouais. Ouais, ok, c'est bon. Mais moi, je me faisais fini là, recoudre, là. Ouais, j'étais un peu partout. Mais moi, c'était en ski, surtout. Ouais. Ou en ski, ou juste comme à me casser la gueule dans ma cour d'école, là. Mais en escalade, mettons. En escalade, ben, je veux dire, mes 2 récidives aux genoux sont arrivés en bloc en escalade. Je veux dire, ma fracture de la main est arrivée en escalade. Une chute en trad, la pro lâche. Je me suis coupé à la lèvre, je me suis chimosé, je me suis fracturé à la main. Ok, c'était une bonne bêche. En fait, j'avais ce chandail-là. À Saint-Jérôme, j'étais arrivé avec l'hôpital avec le chandail rouge au complet parce qu'une lèvre, quand c'est coupé, ça saigne en. S'il vous plaît. My God, puis disons-le, pour les gens qui le voient pas, c'est un chandail blanc, t'as quand même de l'eau de Javel de qualité. Ah oui, vraiment, mais en fait, j'ai une blonde incroyable qui a traité ce chandail-là aux petits oignons, puis ouais. Ok. Puis c'était vrai? T'as pris des petits oignons pour enlever le sang? Ah oui, mais d'ailleurs, conseil cuisine, si vous savez pas quoi faire de vos petits oignons là, pour détacher. Et je suis tombé dans la deuxième pitch dans Crown. J'ai fait Imperial direct. Ouais. Dans The Crown, dans la version 10A. En plus, il y a la version 858 à gauche, la version 10A. Ouais. J'étais au dernier move. Puis tu sais, il y a comme une grosse craque horizontale. Ouais. Que tu mentoles un peu dessus, puis tu as une craque pour monter. Puis moi, je pensais que cette craque-là a continué à être bonne. Fait que j'ai juste bumpé dans le vide pour une prise qui n'existait pas. Je suis tombé. J'étais sur les TCU à mon partner. Puis j'avais pris soin. Tu sais, ces TCU, ils walkaient pas mal. J'avais pris le soin de mettre des alpines. Puis j'avais plus d'alpine sur la dernière. Elle a popé. Puis j'ai été sauvé par une 6 de Black Diamond. La petite gros comme un bout de petit doigt. Ok. Il y a un trou dans la note, là. Non, dans la note. Ah, dans la note, ok. La note a jamais bien raide. Il y a un trou. Il y a vraiment un trou de balle dans la note. Okay. Elle m'a sauvé la vie parce que j'ai déqué pas loin de mon assureur. Là. Ok, wow. J'étais vraiment chanceux. J'étais vraiment chanceux là-dedans, mais je me suis retrouvé avec ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu comme un bon petit. Donc, oui, je me blesse. Oui. Je me blesse malheureusement. Malheureusement, je me pète la gueule. Ouais. C'est ça. Ok. Fait que c'est pas des petites poulies. Puis des. Ok, puis là, je reviens à la question qu'on attendait tantôt. Là. Est-ce que tu te fais souvent demander de diagnostiquer des bobos sur le bord d'un crag ou au gym? Question numéro 1. Est-ce que ça te gosse? Et comment tu réponds à ça en général? Je voudrais faire une mention spéciale à Jean-Sébastien Martin et Tania Coram, qui sont 2 amis physio et grimpeurs, qui m'ont vu un peu progresser là-dedans, c'est-à-dire que où j'étais pas capable d'arrêter, tu sais, j'étais au crag, puis il y a quelqu'un qui m'arrive, tu sais. Parce qu'en même temps, t'es relativement connu dans le sens que tu t'es vraiment comme un des premiers à avoir une pratique, ouais, exactement, là, qui est centrée autour de ça. Fait que c'est clair que comme tu dis, t'as une clientèle assez large, t'as plus de 1000 grimpeurs là, à qui t'as fait des consultations. Fait que continue. Fait qu'ils m'ont vu de l'extérieur, on n'est pas bon pour se juger de l'extérieur, mais tu sais, je suis super enthousiaste, puis t'es jamais me parlé de blessure, puis tu sais, moi j'en mange, je veux dire, je fais ça. Ça paraît pas. Non-stop, ouais. Fait que j'étais super ouvert, puis tu sais, les gens venaient voir au crank, puis tout ça, 2 minutes, puis ça, tu devrais faire ça, puis tu sais, j'essaie de leur donner des bons conseils, faire un peu d'évaluation, puis je suis toujours curieux, tu sais, de voir une autre main, de voir un autre cheville, de voir ce qu'on peut faire. Tu sais, ils m'ont vu de l'extérieur, puis en fait, comme tu sais, Julien, on est en vacances, exemple, on est à Kamouraska, puis tu sais, je sais pas, j'ai des vacances. T'es toujours on. Je suis toujours on, puis tu sais, ils ont été capables de voir ça avant que je me brûle. Tu sais, avant que. Parce que tu sais, avant que tu t'écœures. Ouais, tu sais, fait que tu fais ça 3 ans, 4 ans en ligne, c'est correct. Peut-être dans 15-20 ans, à un moment donné, tu te rends compte, tu t'en rends pas compte au début, mais ça te gruge un petit peu de l'énergie, puis ça filme, puis ils ont été capables de me réapprendre à prendre un break, d'enlever mon chapeau de physio, puis juste d'être là au crag à chiller, puis de profiter de la roche, puis de faire d'autres choses. Ça, je leur dis un gros merci pour ça, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé dans ce cheminement-là.
Fait que C'est quoi le maintenant, truc? Tu dis au monde, hey, Ouais, ben c'est ça, c'est un petit peu ça le follow-up. Comment est-ce que tu gères ça maintenant à des moments où est-ce que t'as peut-être pas le goût de. je pense, c'est pas encore. Ce que je trouve le fun, c'est que les gens le gèrent bien. Ça veut dire que des fois, ils font comment, je veux pas te déranger ou que ça. Ce qui était pas le cas au début. Ok. Peut-être que, tu sais, Ouais, c'était comme présomptueux Ouais, un peu. ouais, là. tout C'était à comme, fait. hey, toi, t'es physio, Aide-moi avec ça, ouais. je veux un diagnostic Fait que c'est direct drôle, là. c'est venu des gens à l'extérieur, fait que les autres ils m'aident, merci de ça. Puis je te dirais de faire comme une question, un exercice. Ça, ça a été comme c'est un peu un compromis. C'est genre, ah ouais, j'ai une petite affaire. Je dis comme une question, un exercice. Fait comme ça, puis ma réponse, c'est souvent, où je donne un exercice, où je réponds à une question, Okay. je dis, ça c'est une chose que tu devrais consulter. Puis sinon, de dire comme, je travaille 6 jours semaine, aujourd'hui je suis là pour grimper. Ouais. Okay. Ça, tu sais, ça passe bien. Ça va dépendre de mon mot, puis les gens le comprennent super bien. Tabarnouche, Fait j'espère. que ça, c'est super correct. Ou dire, exemple, c'est pas le physio qui parle, c'est le grimpeur qui parle. T'as-tu vu telle voix? T'sais, tantôt, tu disais faire de la distraction. Ouais. Tu sais, de volontairement, sans prendre de chemin détourné, de dire, on parle-tu d'autre chose? Ouais, ok. Cool. Puis les gens comprennent. Excellent. Ben, je suis content de l'entendre. Mais il a fallu que je l'apprenne, parce qu'au début, T'étais pas capable. J'étais pas capable. Dernière question en lien avec ta profession. Est-ce qu'il y a une chose vraiment anodine qu'on peut faire comme grimpeur pour prévenir les blessures? C'est quelque chose que tout le monde devrait savoir, que tout le monde devrait faire, mais pas beaucoup font en bout de ligne. À l'intérieur, pas coller 2 jours on. Ça, Okay. c'est déjà une bonne solution. Des fois, on a juste le samedi-dimanche, on a une semaine de fou, puis on veut grimper samedi-dimanche. Il y a des exceptions, il y a des façons de gérer, il y a des façons de faire des compromis, mais en général, pas coller 2 jours, c'est vraiment facile. Là. Colle pas 2 jours on. Bon, tu fais de la voix dehors, on fait du chilling, mais 2 jours on à l'intérieur dans un gym, tu sais, tu peux en faire 15 voix au lieu d'en faire 7 dans ta journée. Là. Pas coller 2 jours on, ça serait un super bon. Deuxièmement, pas laisser traîner la blessure, avoir un petit peu côté pragmatique. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Grimpe une fois de moins cette semaine, tu grimperas tes 3 fois la semaine prochaine au lieu de faire 2 semaines. J'en fais 2 fois par semaine, 2 fois par semaine. Là, je tombe à une fois parce que ça s'améliore pas. Là, je suis obligé de prendre un break. Okay. Fait que voir les blessures arriver, s'écouter, se rouler les lattes. C'est la question. L'autre réponse que j'aurais voulu donner à Parlez-moi de santé, c'est se filmer, c'est une bonne idée pour voir comment on bouge. Se relâcher la tension dans les lattes. Pognez-vous un foam roller, un rouleau de massage. Ouais. Les lattes, c'est vraiment, allez sur Internet, release latissimus dorsi ou relâchement grand dorsal. C'est le muscle qu'on utilise le plus en escalade. C'est lui qui prend notre main, qui amène le coude vers le bas, qui nous permet d'amener le corps vers le haut. Puis c'est drôle, hein? Des fois, il est tellement... Bon, parce que moi, je le prends dans mes mains, puis les gens, ils viennent me voir pour une douleur à l'intérieur du coude. Tu sais, on palpe le coude, puis ça va bien, puis là, je prends leur latte, puis ils ont une douleur atroce, les gars, ils crient. Tu sais, relâcher la tension dans ce muscle-là, c'est le début de la chaîne à l'épaule. Ouais. Si on peut le travailler là, il y a déjà bien des choses plus loin vers le bras qui vont se guérir. Fait que finissez votre séance, exemple avec, je sais pas, votre V7 favorite. Faites une couple de V3, V4, tu sais, cool down, bougez un petit peu. Attendez un petit 10-15 minutes, faites du social, on est là pour ça, exemple en bloc. Puis prenez-vous un rouleau, puis go to town. Okay. Sur votre latte, relâchez la tension. Okay. S'il fait mal, clairement, un moment donné, il va plus faire mal. Là, déjà là, vous allez avoir prévenu, no jokes, beaucoup de blessures. Ouais. Beaucoup de blessures. Non, mais c'est bon parce que, tu sais, genre, choisir juste une, mais c'est bon d'avoir les autres. Quand même Oui, tout à fait, c'est ça. Tu finis par. Tu vois un peu le style, là, tu sais. Ouais. Bon, ben, on est rendu à la période. On pige des questions dans le casse. Alright, fait que super beau casse, by the way. Merci. No Fall, ça vient d'où, No Fall? Ben, No Fall, ça vient que mon premier partner d'escalade, à l'époque où j'étais au cégep, c'était un gars qui faisait de l'escalade de glace, qui faisait du trad, puis c'était... Ouais, on faisait pas de sport à l'époque, puis on dirait que c'était ça la philosophie. Là. No Fall, on tombe pas... Tu tombes pas sur du gear. Non. Ouais. C'était ça l'idée. Fait qu'il l'avait écrit sur mon casque. En fait, c'est qu'il me l'avait offert. Okay. Il avait tapé ça dessus, là, c'était écrit No Fall avec du genre de tape à hockey. Là. Ouais, c'est lui qui m'avait fait ça, puis il me l'avait donné, puis il avait dit ça c'est ton casque d'escalade maintenant. Là. C'est plein d'histoires. Ouais. Merci pour ça. Fait que, no joke, c'était au hasard. Ok. Casque ou pas? Ah, vas-y. C'est sûr, je vais dire casque. Oui. Mais, tu sais, comme tantôt, Serge a demandé casque à l'intérieur pour des compétitions, non. Quand tu sais qu'une roche peut faire casque, définitivement casque. Et souvent, les gens vont dire casque pour l'assureur.
Ouais. Parce que tu veux pas que ton assureur passate quand il accorde des mains, surtout si c'est pas un gris-gris. Mais casque aussi pour le grimpeur. Ouais. Puis, moi, quand j'ai fait ma chute à Val-David, j'avais pas eu mon casque. Avoir la coupure que j'ai sur la lèvre, puis avoir l'écorchure que j'avais sur le devant de la pommette en dessous de l'œil, j'en aurais plus de face. Ouais, le crâne, il aurait mangé. J'aurais mangé. Ok. Fait que, ouais, définitivement casque pour le grimpeur. Allons un petit peu plus loin dans la question. Ouais. Casque obligatoire sur les sites extérieurs? J'ai vu ce qu'ils ont fait à Sepka, là, qu'ils s'assurent de voir Je sais pas. qu'on a le casque. Ben, en tout Ok. cas, j'étais allé à Sepka cet été, puis ils voulaient s'assurer qu'on ait tout notre casque. Casque obligatoire. On est dehors? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Dans le sens que pas toutes les crags qui sont vérifiés et tout ça à longueur d'année, des crags, C'est malheureusement. clair. Ah, mais, Des fois, la roche se travaille. mais disons-le, peu importe, c'est ça que le crack soit vérifié, soit Mm. purgé à chaque année. Des chutes de roche imprévues, il va toujours en avoir. Là. Le gel des gels fait son œuvre au Québec. Là, Tu sais, une pro qui tombe, puis tu te revires à Ouais. l'envers, tu tombes sur la face, ça arrive. Fait que Tout moi, à je fait. dirais casque. Tu sais, la culture est faite que quand on voit des grosses scènes sur Internet, les gens n'ont jamais leur casque. Puis je pense que ça envoie pas le bon message. Mhm. Parce que on veut tous être en chess, en train de grimper 5-14, pas de casque. Puis ça fait que les gens qui travaillent du stock difficile, surtout quand c'est drôle, hein, sont rendus dans l'élite, sont rendus dans une grimpe qui est difficile. Une grimpe souvent que, tu sais, le crux, on va skipper à bout parce que Ouais. le plus dur, c'est de clipper à bout du bord du crux. Ouais. Puis on se retrouve à prendre des grosses. Les gens qui sont au top ont un rôle de répandre, on pourrait dire, les bonnes habitudes. Ils ont cette responsabilité. Ouais, des rôles d'ambassadeur. Ouais, des rôles pour le sport. d'ambassadeur. Puis ouais, je voudrais peut-être faire une mention honorable à Félicien Roy, qui nous a sorti une couple de 5-14 assez dure cette année. Puis ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'à chaque fois qu'on voit ses vidéos de scène, il y a son casque. Ouais. Puis on voit rarement ça. Puis en tout cas, good job Félicien, t'envoies le bon message que l'escalade, c'est sécuritaire. C'est safe l'escalade selon moi. Ouais. Il y a des choses bien simples qu'on peut faire pour le rendre sécuritaire. Puis éviter les erreurs niaiseuses. Puis ça vaut la peine de le faire. Escalade, quand c'est bien fait, c'est sécuritaire. Cool. Super beau message. Puis j'ai une autre question. Oh! Ah non! Un permis de grimpe, ça sa place où? Un permis de... Ah, mais c'est des questions à Serge. Ça. Attends. Ouais, un permis de grimpe, ça a sa place où? Style Big Wall, L-Cap. Ah, ouais. Ben, un permis de grimpe, ça a sa place, style Big Wall, L-Cap. OK. Je étais veux dire, d'accord avec ça un petit peu? Oui, quand tu te retrouves plusieurs mondes sur le pitch, quand la vie de certaines personnes dépend du comportement de d'autres personnes, Ouais. ça vaut la peine. Je veux dire, on a tous déjà été dans un crack d'escalade où les gens à côté t'entendent la conversation, puis c'est comme ça marche comment ça un gris-gris là? Je sais pas, j'ai vu sur le manuel d'instruction, puis là tu te rends compte que c'est deux chums qui ont décidé de prendre une corde puis des bottes de marche, puis ont décidé d'aller pousser ça à la prochaine limite. Ouais. Tu peux pas te permettre d'être en train de faire un multi-pitch puis un gros big wall, d'avoir du monde dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Je pense que ça vaut la peine. Ouais, moi, je trouve ça super intéressant parce que tu soulèves comme deux questions. La question du permis pour le Big Wall, tu sais, ce qui se passe à Yosemite, c'est un peu pour limiter l'achalandage et puis pour pouvoir faire de l'éducation au niveau des grimpeurs qui s'en vont sur les murs. Mais je pense que tu touches aussi à la question que j'avais déjà soulevée de l'idée d'une certification pour aller à l'extérieur, dans le même sens que quand tu t'en vas dans un gym, évidemment, il y a des questions d'assurance puis tout ça, ils doivent certifier que tu es capable d'assurer comme du monde puis que tu as certaines connaissances de base pour garder ça sécuritaire dans un gym. Puis j'avais soulevé un peu la question de est-ce que ça pourrait faire du sens d'avoir le même genre de certification pour aller à l'extérieur? Parce que, tu sais, par exemple, en ce moment, pour être membre de la Fédé, tu n'as pas besoin de prouver que tu sais, que tu sais grimper, finalement. Là. Fait que je trouve ça intéressant, ça s'en va un petit peu là, dans les deux sens. Puis l'autre manière que la discussion peut être intéressante, c'est qu'avec l'achalandage qui augmente toujours sur les crags, ben, il y a des endroits comme à Red River Gorge, Roadside Crag, il y a quelques années, ils ont commencé à mettre en place un système de permis pour limiter l'achalandage. C'est tout le temps fermé, mais si tu leur règles les contacts, tu peux avoir accès. Ouais, ben, ou tu sais, même Torrent Falls à Red, tu sais, qui est un petit peu la même chose, là, où est-ce que tu peux t'inscrire et avoir accès au crag, puis tu t'assures toujours de ne pas avoir de foule, de pas avoir de. Fait qu'en tout cas, il y a des notions intéressantes. C'est cool. Ouais, ben, c'est sûr, pour ces inscriptions-là, il y a aussi la protection des accès, tu veux s'assurer que ça soit pas crowded, que ça ne devienne pas hors de contrôle. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Si on veut continuer à assurer la sécurité des gens, je veux dire, je pêchais, moi, de 2014 à 2018, j'avais jamais fait un cours de lead à l'intérieur. J'y grimpais dehors. Puis j'ai appris plein de choses dans le cours de lead que j'étais allé chercher à l'intérieur, que j'aurais dû appliquer à l'extérieur.
m'aurait évité peut-être des erreurs niaiseuses, des choses comme ça. OK. Tu sais, des choses simples que genre, pas clipper sa dégaine par-dessus une botte qui était ou un shame ring, là, un shame binner. Là. Les gens, des fois, ils viennent abandonner. Clipper en dessous, ouais. Clipper en dessous. Ouais. Puis des choses à savoir que, ben oui, tu sais, il faut toujours clipper en dessous. S'il y a une botte, vous clippez par-dessus, vous venez de rentrer votre botte sur un couteau, ça se peut que la dégaine à coupe. Tu sais, des choses de base de même, ça pourrait éviter bien des erreurs niaiseuses. Faut juste s'assurer avant de commencer à faire des affaires de même que les infrastructures sont là pour certifier les gens. Ouais, ben oui, tout à fait. Si ça fait un effet de goulot où tu sais, on se retrouve ça à limite l'accès. Ouais, ça limite l'accès parce que les gens sont pas capables d'avoir accès ou que le coût est prohibitif ou que on n'a pas assez de disponibilité pour former ces gens-là, ben on va se tirer dans le pied. Tout à fait. Une petite question? Un autre autant. Ouais, non. Close call. Peux-tu élaborer? Un close call, est-ce que tu as déjà vécu un close call en escalade? Un moment où est-ce que ça aurait pu mal finir? Un moment où ça aurait pu mal finir. Quand même été chanceux là-dedans, je te dirais. Ben, une fois en glace où on est arrivé en haut puis il y avait un Abalakov qui avait déjà été installé. OK. Tu sais, on n'avait pas vraiment moyen de vérifier s'il était correct. OK. Puis qu'on a mis des bottes à côté. Tu sais, c'est le plus close call. Il était super correct, la Balakov. Mais tu sais, on a mis deux bottes à côté, 2 vis à côté. Que vous avez abandonné? Que mon partner a descendu. Mon partner était plus avec lourd. OK, tu as fait un backup. Il a descendu dessus. Moi, j'étais là. Puis c'était toujours de se dire, tu sais, il va-tu lâcher ou pas? Puis en plus, c'était... on touchait pas la paroi, j'étais dans le vide. Je peux te dire, j'ai gardé les ados pas mal serrés. Je voulais pas que la corde elle bouge d'1 centimètre dans la Balakov. OK. Peut-être le plus gros classe. J'ai été chanceux. Cool. Ouais, c'est un bon exemple. Moi, je veux dire qu'il n'a pas fait beaucoup de glace. Le concept d'un Abalakov lui-même me casse le cerveau. J'ai juste comme... Ouais, c'est ça. Fait que, à l'aveugle en plus, parce que tu sais, une sling, tu peux aller voir en arrière de l'arme, la Balakov... Ouais, non, c'est ça, t'as aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de ça, là. Puis, fait que ouais, non, ça rentre dans cette catégorie-là, là. Je veux dire, moi, j'aurais été celui qui descend avec les vis de plus, là. J'aurais pas voulu être celui qui enlève les vis, puis qui redescend en deuxième. Ça, c'était moi, ça. Ouais, c'est ça, c'était... Ben voilà, fait que c'est pas mal la définition. Pas exactement un close call, en effet, mais un moment où est-ce que le feeling... est différent, tu te poses des questions, là. Ouais. Très cool. Hey, Julien! Wow! Super. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir appelé. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être venu. C'était comme... la flow. Ouais. Excellent. Bon ben. N'importe quand, il y a une fête anonyme, les gens se présentent pas. Yes!